Le patrimoine culturel immatériel sert d'un pont permettant de nous relier au passé et de cheminer vers le développement durable dans le futur. Face à la globalisation, le monde devient plus petit et les diverses cultures et sociétés s'avèrent plus entrelacées que jamais, d'où l'établissement de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2003, afin de promouvoir et revitaliser la richesse culturelle de l'humanité. Après l'avoir ratifié, la Chine a déployé ses efforts dans la lutte en faveur du PCI. Quelles mesures et critères la Chine a-t-elle choisi pour le sauvegarder? Existe-t-il la possibilité de développer la coopération Chine-Afrique en la matière? Maintenant, on va s'entretenir en ligne avec Monsieur Du Yixiong, maître de conférence de l'Université des sciences politiques et de droit de Chine, pour en savoir plus. Alors bonjour Monsieur Dou. En premier lieu, Bonjour. est-ce que vous pouvez nous faire état des caractéristiques du patrimoine culturel immatériel chinois? Quels efforts la Chine a-t-elle canalisés dans la promotion et la valorisation de l'héritage culturel immatériel? D'accord, merci beaucoup de votre question. Alors en Chine, nous avons développé notre propre catégorisation du patrimoine culturel immatériel, justement. Et aujourd'hui, les patrimoines culturels immatériels de Chine couvrent, je dirais, quatre aspects différents, dont le premier, ce sont des expressions orales traditionnelles et la langue traditionnelle en tant que vecteur du patrimoine culturel immatériel. Et puis la deuxième catégorie, ce sont les beaux-arts traditionnels, par exemple la calligraphie, la musique classique, la danse, le théâtre, l'art populaire et l'acrobatie chinoise. Voilà. Et puis en troisième lieu, la troisième catégorie, cela correspond aux artisanats traditionnels, mais aussi la médecine traditionnelle chinoise et le calendrier traditionnel. Et puis, il y a aussi un quatrième aspect, ce sont les rituels traditionnels et les festivals, compris comme des pratiques folkloriques. Concernant votre deuxième question, ces dernières années, exactement, nous avons beaucoup progressé sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, notamment, je dirais, à travers l'éradication de la pauvreté via le patrimoine culturel immatériel et la construction des zones nationales sur la protection de l'écologie culturelle. Alors la première vise à former à travers de différentes ateliers, les locaux, des régions plutôt reculées sur les savoirs et les savoir-faire du patrimoine pour que ces locaux-là puissent être formés professionnellement et puis ils puissent gagner de l'argent, gagner leur vie avec ceci. Alors, la deuxième, au niveau de la construction des zones nationales sur la protection de l'écologie culturelle, c'est plutôt pour l'objectif de travailler, de faire travailler en synergie les différents secteurs, par exemple les transmetteurs du patrimoine culturel et matériel, le secteur du service soutenant, le secteur de la communication du média, le secteur de la recherche, le secteur de l'éducation, le secteur de la commercialisation et de la création. Enfin, tout ça en synergie dans une même zone environnementale sur la protection et la promotion de ces patrimoines locaux. Ben, on y développe dans ces zones-là aussi des divers circuits touristiques afin de mieux protéger l'écologie culturelle de ces régions concernées autour justement de leur patrimoine culturel immatériel. D'accord. Et justement, alors à votre avis, dans ce contexte de mondialisation, l'intégration de la culture étrangère serait-elle un frein à la protection du patrimoine culturel immatériel autochtone? D'accord. Merci de votre question encore une fois. Je pense que tout d'abord, en fait, toutes les civilisations sont différentes et chaque pays a sa propre culture. Avec la globalisation, comme vous dites, les cultures se mobilisent et se déplacent d'un pays vers l'autre. Mais personnellement, je vois pas l'arrivée de bonnes cultures d'autrui comme un défi ou plutôt une concurrence, parce que en fait, si nous pourrions les bien utiliser par la maîtrise ou la reconnaissance des savoirs, des arts des autres pays, on
pourrait devenir plus ouvert et plus tolérant vers les cultures d'autrui, moi je pense. Et par cela, nous comprendrons mieux l'importance du respect de la diversité culturelle. On se formera d'un esprit créatif et l'ensemble de ces derniers, je pense que cela servira un atout essentiel, non seulement pour notre avenir, mais aussi pour la réalisation de la solidarité internationale, de la justice sociale, du développement durable et ainsi de suite. Pourtant, personnellement, aujourd'hui, je pense que pour moi, ce qui mérite d'attirer notre attention est que du fait de l'industrialisation et de la mondialisation, il y a une tendance à l'homogénéisation. Et cela commence à émerger dans le monde entier. Et c'est juste cette homogénéisation, ça risque de nuire la diversité culturelle et la réussite de la sauvegarde de ces patrimoines culturels et matériels. Donc, par cela, je pense peut-être qu'il faudrait que les différents pays s'allient pour lutter contre ensemble cette homogénéisation culturelle et protéger notre planète du multiculturalisme. Pardon. D'accord, d'accord. Donc cette fameuse protection du patrimoine culturel immatériel fait aussi l'objet de préoccupations de nombreux pays, notamment en Afrique. D'après vous, ces derniers peuvent-ils s'inspirer du modèle chinois? Je parle en termes d'héritage culturel. Existe-t-il la possibilité de développer la coopération Chine-Afrique en cette matière? D'accord, merci de votre question. Je pense que, comme tout le monde le sait, l'Afrique est un continent très riche en culture et en art. Alors, la Chine, depuis ces dernières années, nous avons systématisé nos mesures sur la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Mais personnellement, je pense que cela ne veut pas dire que les expériences chinoises puissent être totalement adaptées sans aucun souci au contexte particulier de l'Afrique. Pour moi, je suis certain que l'Afrique pourrait élaborer ses propres mesures sur la protection et la sauvegarde de leur patrimoine culturel et matériel, tout en se référant au mode chinois ou aux exemples des pays d'autrui. Alors aujourd'hui, nous sommes vers la fin de la décennie internationale du rapprochement des cultures des Nations Unies et nous sommes au cours du renforcement des coopérations sino-africaines dans tous les aspects. Donc bien sûr, la Chine et l'Afrique au futur, on aura la possibilité et beaucoup de potentiel à se collaborer sur la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Par exemple, la Chine pourrait partager ses expériences sur comment on peut éradiquer la pauvreté via la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel avec nos amis africains. On pourrait leur aider à construire des réseaux écologiques sur la sauvegarde des patrimoines vivants. Ou bien on pourrait les accompagner nos amis africains à améliorer la condition et la qualité des actions de transmission en ce qui concerne le patrimoine culturel et immatériel. Eh bien, merci Monsieur Dou d'avoir été avec nous. Merci encore pour l'ensemble de ces explications. Et on se sépare quelques instants pour une courte pause.